Et sur France Bleu Gard-Lozère, nous passons la semaine avec Pierre Le Fur. Il a donné naissance à une collection et à un musée de roulottes unique à Saint-Quentin-la-Poterie. Il n'a pas d'origine tzigane, mais il a grandi avec eux. Il nous explique pourquoi il s'est retrouvé dans ce milieu. Il explique ça à Rodolphe. Initialement, mon père a été déporté en Allemagne et il s'est évadé avec des gitans. C'est eux qui l'ont nourri. Lui, il savait pas manger des racines crues, des hérissons, des choses comme ça. Ils sont rentrés de Pologne en France à pied. Ils marchaient la nuit et le jour, fallait se subsister. Et évidemment, rester amis avec ces gens-là. On les voyait pendant nos vacances. Donc pendant les vacances, il y en a qui allaient en colonie des vacances. Moi, je faisais gitan avec les enfants des potes de mon père. Donc ce qui fait que je parle quelques mots de leur langue et je connais un petit peu leurs coutumes et je me suis toujours intéressé à leur culture. Vous les avez côtoyés de près, oui, donc très jeunes. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Parce qu'il y a, je sais pas, une fascination, c'est peut-être un mot un peu fort, mais un intérêt en tout cas pour ce milieu ? Quand on est ado, on est curieux de tout, même quand on est adulte d'ailleurs. Mais oui, c'était très intéressant d'aller braconner, d'aller pêcher des goujons avec une fourchette d'attacher au bout d'un bâton, d'aller mettre des collets pour attraper des lièvres, etc., quoi. Et après, vous vous êtes intéressé à leur histoire, à leur culture aussi. C'est au-delà des personnes. Il y a quelques années, j'ai ouvert un cabinet. J'ai une formation de psychanalyste. Et j'étais exactement en face d'une église, à Cervon, en Seine-et-Marne. Et le curé de cette église était le père Barthélemy, qui est très connu dans le milieu du cirque et des forains, parce qu'il était aumônier des forains et des circassiens. Et il se trouve que dans son église, il n'y avait pas de toilette. Donc je vois, moi je suis pas baptisé, je suis rien du tout, et je rêvais ce monsieur qui me dit est-ce que je peux utiliser les toilettes ? Je dis oui bien sûr, pas de problème. Et je le connaissais pas du tout ce monsieur, je savais pas qui il était, et donc il me raconte un peu tout ça. Très vite on a sympathisé, il avait des choses à dire et j'aimais l'écouter. Et lorsqu'il y avait un mariage, un baptême, un enterrement, ça se terminait toujours à la maison parce qu'il y avait des toilettes et puisqu'il y avait du champagne. Donc ça a duré. Le père Barthélemy a fini ses jours dans ma maison. Et pour finir, lorsque je suis venu m'installer à Saint-Quentin, on en reparlera, parce que Saint-Quentin, c'est une grande histoire d'amour pour moi. J'ai acheté la fabrique des pots d'Uzès, CR Uzès, parce que j'avais peur de m'ennuyer un peu à la retraite. Et lorsque j'ai pris possession des locaux, derrière le local de stockage, il y avait 4 roulottes, qui étaient pourries de chez pourries, qui étaient là en train de mourir. Et je dis au propriétaire du site, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces roulottes, là, vous voulez pas les vendre ? On les vendra jamais. Comment ça, vous les vendrez jamais ? Non, elles appartiennent à mon frère est collectionneur. Mais attendez, on ne peut pas être collectionneur et laisser ces roulottes dans cet état-là, c'est pas possible. Il me dit, oui, mais il n'a pas le temps parce qu'il est propriétaire du musée des Arts Forains, à Paris. Je dis, ça vous ennuie de l'appeler ? Il dit non, donc il l'appelle. Je dis, ça vous ennuie de me le passer ? Il me dit non. Et je lui dis, salut Jean-Paul, c'est Pierre Le Fur. Il me dit, qu'est-ce que tu fous à Uzès ? C'était un ami du curé. Et c'est comme ça que j'ai pu acheter mes premières roulottes. Des Gardois, des Nîmois nous racontent leur passion, leur parcours, des tranches de vie délicieuses. Pierre Le Fur, lui, il a grandi dans le milieu tzigane. Il a créé le musée des roulottes à Saint-Quentin-la-Poterie. Il explique comment cela a commencé à Rodolphe. C'est arrivé par l'achat des roulottes. Lorsque j'ai acheté ma première roulotte, parce que Jean-Paul Favant, c'est le nom du propriétaire du musée des Arts Forains de Paris, m'a dit, écoute, je te vends une roulotte, et puis à Noël, je viens voir ce que tu en as fait. Donc à Noël, il est venu voir, ça lui a plu, donc il m'a vendu les autres. Donc la première, je l'avais restaurée chez un menuisier de Saint-Quentin-la-Poterie, sauf que je n'ai pas de terrain pour la mettre. Et lorsque j'étais en train de restaurer cette roulotte, parce que j'y mettais aussi mon huile de coude perso, il y a une vieille Mercedes qui arrive avec un monsieur volumineux, un gitan, et il me dit, c'est toi le patron ? Je dis oui. Alors il retire ses chaussures. Il monte dans la roulotte. Là, je savais que c'était vrai. Quand on retire ses chaussures pour monter dans une roulotte, c'est qu'on connaît la chose. Et il me dit, écoute, si un jour tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Et il sort un tampon sur lequel il souffle un bout de papier et il me met son numéro de téléphone sur un bout de papier qu'il arrache quelque part. Et donc, lorsque j'ai fini de restaurer cette roulotte, il fallait que je trouve un terrain. Donc, je vais le voir. Je lui dis, tu te souviens de moi ? Il me dit, oui, je me souviens très bien de toi. T'as besoin de quoi ? Je dis, j'ai besoin d'un terrain. 15 jours après, il m'a présenté ce terrain qui était jonché de ronces. Il y avait des ronces qui étaient jusqu'à 3 mètres de haut. Et donc, j'ai acheté ce terrain, pas bon marché d'ailleurs, sur lequel il y avait déjà un petit bâtiment, un puits, une petite piscine. Il y avait des choses qui m'intéressaient bien. Et sous les ronces, on a retiré 17 camions de ferraille. En fait, c'est un endroit où ils venaient se servir un peu sur les pièces détachées de voitures qui étaient passées à gauche ou à droite. Voilà, dont un demi-camion de plaques minéralogiques, par exemple. Et pourquoi les roulottes ? Qu'est-ce qui vous a séduit ? Et pourquoi avoir acheté des roulottes ?
L'idée initiale, c'était de dire, on va faire un endroit où on va pouvoir faire des barbecues, faire de la musique sans embêter personne. Et puis, comme des fois, on boit un petit coup, on va pas rentrer à la maison, on va dormir sur place. Donc, pour dormir sur place, le plus simple, en plus ça marchait dans le trip, c'était d'acheter des roulottes. Pourquoi des roulottes ? Parce qu'il y en a partout et que ça coûte rien. Et là, en cherchant, je me suis aperçu qu'il n'y en avait pratiquement plus et que ça coûtait très cher parce qu'il fallait les restaurer. J'avais connu 15 ans en arrière le musée des Saintes-Maries de la Mer. Donc je suis allé pour le revoir. Ce musée avait disparu. Donc j'ai commencé à m'enseigner. Des musées dans le monde, il y en avait 3. Aujourd'hui, avec le mien, ça fait 4. Il y a 2 musées de roulottes circassiennes à Barcelone et à Munich, et un musée de roulottes anciennes anglaises et irlandaises à côté de Londres. Donc il n'y avait plus de musée en France, je trouvais ça dommage. Et compte tenu du fait que j'avais découvert que les roulottes étaient complètement en perdition, ça me semblait intéressant de sauver ce patrimoine, parce qu'il s'agit d'un vrai patrimoine. De 10h. Chocolat de Rochdy Zem sort aujourd'hui au cinéma. Le nouveau film avec Omar Sy. Des scènes ont été tournées à Saint-Quentin-la-Poterie avec les magnifiques roulottes de Pierre Le Fur. Et justement, nous passons la semaine avec lui. C'est lui qui a donné naissance à une collection et à un musée de roulottes unique à Saint-Quentin-la-Poterie. Un musée qu'il nous explique avec Rodolphe. La particularité de ce musée, et c'est vraiment ce que je voulais faire, ce que nous voulions faire, c'était de proposer un éventail le plus large possible de ce que sont les roulottes. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, les roulottes, c'est Tziganes. Ben non, il n'y a pas que les Tziganes. La définition de Wikipédia de la roulotte, c'est moi qui l'ai écrite, parce que précédemment, il y avait une définition qui avait été écrite par un Canadien, sauf que la langue canadienne, c'est pas exactement la langue française, où pour eux, une roulotte, une caravane, par exemple, c'est une roulotte. Et une roulotte, c'est une roulotte, et une caravane, c'est une caravane pour nous. Donc il fallait faire un distinguo, et ce distinguo, je l'écris dans Wikipédia, une roulotte, c'est un habitat mobile sur roue qui abrite une famille et son métier. Il y a la notion de métier. Donc mon idée était de trouver et de restaurer des roulottes qui étaient complémentaires dans les métiers. Par exemple, on vient de rentrer très récemment, une roulotte de cylindreur. Ah, vous ne savez pas ce que c'est qu'une roulotte de cylindreur ? Non. Une roulotte de cylindreur, c'est une roulotte qui est tractée par un cylindre, par un rouleau compresseur. Ce sont les gens qui ont fait nos routes. Avant, il n'y avait que des chemins en France. Et avec l'avenue de l'automobile, il fallait que ce soit un petit peu plus carrossable. Et donc, c'était des rouleaux compresseurs qui avec des ouvriers, qui refaisaient ces chemins pour en faire des routes, et qui dormaient évidemment dans des roulottes. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, ces gens-là. Ils rentraient chez eux tous les 4 ans. Donc, je me suis documenté sur ce type de roulotte. Je me suis documenté sur des roulottes de berger. Nous avons une roulotte qui s'appelle, elles ont tout un nom, celle-ci s'appelle Apple, que je suis allé chercher au nord d'Alençon, qui était une roulotte de transhumance, qui était tractée par des bœufs, et dans lequel le berger, le bouvier, dormait, et stockait sa nourriture, stockait ses vêtements secs, et récupérait les nouveau-nés qui n'étaient pas très en forme, pour pas qu'ils se fassent manger par les renards, par exemple. Voilà, bon, ça, c'est pas connu du public. Bien sûr, nous avons des roulottes de forains, nous avons des roulottes de circassiens, et nous avons surtout un échantillonnage de roulottes qui va de 1840 à 1950. C'est la collection la plus complète, puisque les autres sont dédiés. Nous avons une roulotte irlandaise, nous avons une roulotte allemande, nous avons une roulotte tchèque, etc. etc. Voilà. Combien de roulottes sont passées 12. par le musée ? Alors, sont passées beaucoup plus que ça. Ça sera l'objet du livre que nous allons rééditer, puisqu'on sommes actuellement en rupture. Donc là, on réédite, mais augmenté, puisqu'on a de nouvelles roulottes. On va les mettre dedans. Actuellement, nous avons 12 roulottes, et ce sont des roulottes qu'on dédie. Alors, ça, c'est un autre aspect du musée qu'on dédie aussi au cinéma, puisque vous verrez sur vos écrans Chocolat, un film sur le plus ancien clown noir de France. Très beau film, c'est une histoire vraie. Et donc voilà, on loue nos roulottes pour ce film. On a loué les roulottes pour Liberté de Gatliff, pour Carmen de Malaterre, pour Les Lyonnais, avec Gérard Lanvin. Et là, nous avons 2 autres films très intéressants en préparation. De Pierre Le Fur, toute cette semaine dans Jean d'ici, le responsable du musée des roulottes de Saint-Quentin-la-Poterie, aussi un passionné de voyage. Il nous explique comment tout cela a commencé. Il explique ça à Rodolphe. Ça commence avec l'épisode Tziganes avec mon père, puisqu'il fallait y aller. C'était dans la vallée de la Loire. C'était des petits voyages, mais c'était quand même des voyages très dépaysants. On changeait de culture, on changeait d'endroit, etc. Je suis une famille pauvre. Plus que modeste, pauvre. Et moi, je vivais dans une cabane en bois, un peu comme les Tziganes dans leur roulotte. Il y a quand même des similitudes entre ma vie
et celle des tziganes. Et donc j'ai toujours aimé voyager. Mon père adorait la géographie. Il n'a pas eu les moyens de voyager hormis à pied quand il s'était évadé des camps nazis. Et j'ai toujours aimé ça. Il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai eu le loisir de voyager pour aller sur des grands salons comme le Consumer Electronics Show de Las Vegas ou de Chicago. Mais aussi, j'étais très attiré par l'Afrique. Et donc ça, c'était mon premier amour, c'était l'Afrique. Donc l'Afrique du Nord, parce que c'était pas cher et que c'était pas loin et que les cultures étaient intéressantes. Et puis ensuite, l'Afrique noire. Et jusqu'au jour où j'ai découvert l'Asie, où alors là, bon, ça fait maintenant 10 ans que je passe à peu près tous les hivers en Asie, que ce soit le Vietnam, le Laos. Un de mes rêves d'enfant, c'était de remonter le Mékong. Donc j'ai mis 3 ans à monter le Mékong en partant de Ho Chi Minh Ville jusqu'à la Chine. Qu'est-ce que ça vous apporte, les voyages ? Ça m'apporte une connaissance des autres intéressante. C'est une leçon d'humilité à chaque fois, en fait. On se prend tous pour le nombril du monde. Finalement, il y a d'autres gens qui vivent autrement et qui vivent très bien. Et en Asie, ils ont tous le sourire. On peut se demander pourquoi. C'est une bonne question. Cuba fait aussi partie des destinations que vous aimez beaucoup ? Oui, alors Cuba, c'est un endroit très très particulier. On y retourne encore le mois prochain. Cuba, d'ailleurs, dans les films que nous préparons, il y a un film qui sera aussi sur Cuba, puisque ce sont des gitans de notre région ici, qui ont installé le premier cinéma, entre guillemets, érotique, porno, à La Havane. Donc c'est un documentaire, ça ne sera pas un film de fiction. Donc il s'est passé plein de choses à Cuba. C'est un endroit où les pays se sont succédés. Je pense à l'Espagne, bien sûr, mais aussi la France. Ça, c'est important, parce que l'origine de la musique cubaine telle qu'on la connaît, c'est français. Cuba, il y a un proverbe qui dit le communisme nous a amené 3 choses. C'est la fierté d'être cubain, c'est l'école gratuite, la médecine gratuite, et le communisme nous a retiré 3 choses. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. On mange très... Dernier rendez-vous avec Pierre Le Fur cette semaine dans Jean d'ici. Le responsable du musée des roulottes de Saint-Quentin-la-Poterie est aussi un passionné de musique. Il explique comment ça a commencé à Rodolphe-Fort et d'où ça lui vient tout ça. C'est une histoire de famille en fait, parce que mon cousin, Claude, a été pendant je ne sais pas combien de décennies l'accordéoniste du Balajo, rue de Lappe. Fief des Tziganes, du jazz manouche, etc. Tous les Tziganes qui faisaient de la musique à l'époque, ils avaient beaucoup de mal à en vivre, et ils venaient jouer avec les gens qui faisaient du musette. C'est là où sont nées les valses tziganes qu'on connaît de Django Reinhardt et d'autres. Donc voilà, ça, j'étais baigné là-dedans tout petit. J'ai jamais appris à jouer de l'accordéon. Je joue de la guitare. Enfin, je joue mal, je m'amuse à la guitare, mais je suis pas vraiment un très bon. Et ça a commencé comme ça. À la maison, ma mère écoutait toujours la radio. Ça marchait en permanence. Et à la maison, j'écoute toujours la radio, ça marche en permanence. Il me faut de la musique, c'est une sorte de drogue, et j'en ai vraiment beaucoup besoin. Ça se concrétise par quoi, cette passion de la musique ? Vous écoutez tout le temps de la musique, à la radio ou ailleurs, mais est-ce que chez vous aussi, il y a une discothèque extraordinaire ? Est-ce que vous êtes collectionneur aussi ? Alors oui, lorsque le CD est né, je me suis interrogé en me disant, bon, moi j'ai à peu près 2000 vinyles, je peux pas acheter 2000 CD, c'est très cher. Et c'est très cher, et existe-t-il ? Et comment sont-ils enregistrés ? Et comment, pourquoi, qu'est-ce qui change du numérique à l'analogique, etc. À l'époque, je travaillais, j'étais consultant pour Yamaha, et Yamaha était un des pionniers des lecteurs de compact disques. Donc j'avais, on dirait, des budgets pour faire de la promotion. Et j'ai eu l'idée de faire un guide qui s'appelait le guide Yamaha du compact disque. C'était un peu le Michelin, si vous voulez. Il fallait que ce soit très sobre, très, très simple, que tout le monde puisse comprendre. Donc il y avait une note technique de 0 à 10, dans lequel on allait dire... D'abord, le A, AD, le DDD, c'est moi qui l'ai créé. Personne ne savait si c'était l'enregistrement numérique, ça n'existe pas. On n'a pas de micro numérique, ils sont tous analogiques, c'est clair. Mais si le mixage était numérique ou analogique, et si la gravure était analogique ou numérique. Voilà. Donc ça, ensuite, cette note technique prenait ça en charge, mais il fallait mesurer, parce qu'on ne vous racontait pas, même les gens qui fabriquaient les disques ne savaient pas ce que c'était. Donc on avait du matériel Breul-Équerre, on mesurait les taux de dynamique, etc., etc. Et quel type de musique, au-delà de la musique manouche, d'autres styles J'aime beaucoup l'opéra, j'aime beaucoup la musique classique en général. Je pense que si Mozart avait existé à notre époque, il ferait du rock'n'roll ou du jazz, c'est clair. L'inventeur du jazz, c'est Bach, hein. Tristan, c'est le blues, et c'est Bach qui était le premier à écrire comme ça. Donc il y a pas de frontières. Je dirais qu'il y a des musiques que je comprends, il y a des musiques que je comprends pas. Je ne comprends pas le free jazz, par exemple. Je ne veux pas dire que j'aime pas. J'écoute pas du free jazz parce que je le comprends pas. Mais ma passion, c'est quand même le jazz manouche, oui.